Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le chapitre 2 de ce semestre sur les fonctions réelles de plusieurs variables. Alors on va commencer par voir la définition et les dérivés partiels, puis après on aura deux grosses parties dans ce cours. Le point 2 sera étudier les extrémats d'une fonction réelle de plusieurs variables, en vrai ce sera de deux variables surtout, on va voir les cas particuliers. Et au point 3 on va voir comment faire, on va avoir quelques notions sur les intégrales multiples. Donc premièrement, la définition. On considère D un sous-ensemble de Rn, donc on est en dimension n ici. On considère une application f définie sur D à valeur dans R, donc on considère des fonctions réelles. Elle est appelée une fonction réelle de n variables, x1, xn, parce que dans l'ensemble de définition, enfin l'ensemble de départ, je suis en dimension n, et D est appelé domaine de définition de petit f. Alors définition, si je considère une fonction comme ça de n variables, je pose pour j entre 1 et n, je vais considérer la jème fonction partielle de f, la fonction réelle de la variable réelle, c'est-à-dire la fonction définie sur R à valeur dans R, où je vais supposer que toutes les variables, sauf la jm, sont des constantes, donc x1, x2 jusqu'à xj-1, xj plus 1 jusqu'à xn sont des constantes, et je vais supposer que ma variable, c'est la jm, que j'appelle ici t, pour la différencier des autres. Donc on obtient cette fonction en fixant les n moins une autre variable, en les supposant constantes. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir considérer justement la jm dérivée partielle, une fonction de plusieurs définie sur un espace de dimension n au départ, définie par justement d rond f sur d rond xj. Donc là, c'est un d rond qu'on a ici, c'est la notation. Donc définie de Rn dans R, qui a un élément x de x1 dans xn, va associer la dérivée de la fonction qu'on a vue avant. Donc f' indice xj calculé au point... il y a une petite faute de petite coquille, pardon, ici, calculé au point x. Enfin, je corrige ça, il y a une coquille ici, c'est calculé au point x. Donc, ou autrement dit, si on reprend la définition de la dérivée, ça correspond à dire ça. Donc quand je prends ma dérivée, je prends mon taux d'accroissement où les variables x1, xj-1, xj plus 1, xn, je les considère comme justement fixes. Au final, je les fiche, ça devient des constantes. Et mon taux d'accroissement, je vais faire sur xj plus h. Et ici, on aura xj qui est resté fixé et le tout divisé par h. Alors cette définition, vous n'avez pas forcément besoin de la connaître, on ne va pas l'utiliser. En pratique, ce qu'il faut retenir, c'est que pour calculer des dérivées partielles, par rapport à une variable, on fixe toutes les autres, on les suppose constantes et on dérive par rapport uniquement à la variable qui nous intéresse. Alors, j'ai une dérive partielle de f, et donc, grosso modo, c'est ce que je viens de vous dire ici, donc je ne vais pas vous le relire. Alors, un exemple, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus sur cet exemple, on verra dans une vidéo qui s'appelle exemple 1, donc comment calculer les dérivées partielles de cette fonction. On peut aussi considérer des dérivées partielles secondes, donc qu'est-ce qui va se passer? Si les dérivées partielles premières existent et admettent une dérivée partielle par rapport à notre variable xk par exemple, alors on va noter d de f sur dxk dxj, on appelle ça la dérivée partielle seconde par rapport à xj et xk. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai dérivé une première fois par rapport à la variable xj en fixant les autres, en les supposant constantes, puis je vais dériver la fonction que j'obtiens par rapport à xk en supposant toutes les autres constantes et dériver juste par rapport à xk. Théorème de Schwarz qui nous dit la chose suivante. Si j'ai une fonction qui est définie de Rn dans R, si je suppose que mes dérivées secondes ici par rapport à xj puis xk ou par rapport à xk puis xj existent et sont continues, alors ces dérivées secondes sont égales. Donc là où les fonctions sont assez, ce qu'on va appeler régulières, on va avoir égalité entre les dérivées secondes croisées. C'est-à-dire dérivées d'abord par rapport à j puis par rapport à k. Ça va être pareil que dérivées par rapport à k puis par rapport à j. Un exemple pour voir comment calculer les dérivées secondes. Donc ça sera dans exemple 2. En fait, vous aurez une même vidéo où vous aurez l'exemple 1 et l'exemple 2. Extrémement une fonction réelle de plusieurs variables maintenant. On va commencer par le cas général. Donc je suis toujours dans un espace de dimension n, une fonction définie sur un domaine D de Rn à valeur dans R. Et je vais prendre A un élément de D. On va dire que f admet un maximum, respectivement un minimum en A, si pour tout x dans D, f de x est inférieur ou égal à f de A. Donc dire que A est un maximum, c'est dire que f de x est toujours plus petit que f de A. Dire que c'est un minimum, c'est dire que f de x est toujours plus grand que f de A. C'est assez intuitif normalement comme définition. C'est les mêmes que pour les espaces de dimension, que pour dans R. On dit que f admet un maximum local ou un minimum local, ça va être pareil, sauf que au lieu d'avoir pour tout x dans D, je vais avoir pour tout x dans ce qu'on appelle un voisinage B de A, c'est-à-dire un espace autour de A. Théorème, si je prends D, un sous-ensemble ouvert, je vous le mets pour être complet, mais vous ne savez pas ce que ça veut dire, ouvert en vrai, mais bon, je vous le mets pour être complet, mais oubliez de votre point de vue, c'est pas du tout le programme. Et je prends une fonction f définie sur D à valeur dans R qui admet des dérivées partielles en A. Alors si f a un extrémum, maximum ou minimum, en A, alors ces dérivées partielles en A sont nulles. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si je veux trouver les extrémas d'une fonction, je vais d'abord regarder ce qu'on appelle ces points critiques, c'est-à-dire là où les dérivées partielles s'annulent. En dimension 1, je vais regarder là où la dérivée s'annule, parce que j'en ai qu'une. En dimension supérieure, il faut que toutes les dérivées partielles s'annulent en un même point pour que ce point soit un candidat à être un extrémum, donc soit un max, soit un min de ma fonction.
Donc nous, on va s'intéresser ici au cas particulier des fonctions à deux variables, parce que pour ce cas particulier, on va pouvoir faire des calculs et faire des choses. Donc je considère toujours un D un sous-ensemble ouvert, donc oubliez ce que c'est pas au programme, mais il faut que ce soit ouvert pour que ça fonctionne, de R2, et F une fonction de D à valeur dans R, une fonction qui va être définie sur D, dont on suppose que les dérivées partielles secondes existent et sont continues. Je vais prendre un point A tel que la dérivée partielle en A, en X et en Y soit nulle. On dit alors que A est un point critique de F, il l'a dit juste avant. On va poser petit r, excusez-moi, la dérivée seconde par rapport à X, petit s, la dérivée croisée en X et en Y, et petit t, dérivée seconde par rapport à Y. Tout ça calculé au point A. Et on va considérer ce qu'on appelle la matrice hessienne, qui est composée de, du coup, donc en haut à gauche, je mets la dérivée seconde en X, en bas à droite, la dérivée seconde en T, et dans l'autre diagonale, la dérivée croisée. Et je vais considérer plus particulièrement son déterminant, delta, qui vaut, si vous vous souvenez bien, RT moins S2 pour un déterminant d'une matrice de taille 2. Et je vais avoir trois cas de figure. Si delta est strictement positif, alors A va être soit un minimum si la valeur R est positive, ou un maximum si la valeur R est négative. C'est quoi R? C'est la valeur qui est ici en haut à gauche. En pratique, quand delta est positif, R et T seront de même valeur. De même, pardon, pas de même valeur, excusez-moi, de même signe. Du coup, il suffit de regarder le signe de R ou le signe de T pour conclure. Si delta est strictement négatif, alors A n'est pas un extrémum, mais ce qu'on appelle un point col ou un point sel. Et si delta est égal à 0, dans ce cas-là, on ne peut pas conclure directement, on ne peut rien dire de l'étude qu'on vient de faire au préalable. Donc un exemple, on va voir soit sur une vidéo que je vous appelle exemple 3 pour voir comment ça fonctionne sur un exemple. Dernière partie de ce chapitre sur les notions sur les intégrales multiples. Alors, on ne va pas vraiment aborder la théorie de la mesure, théorie de l'intégrale. On va juste voir quelques méthodes sans vraiment voir la théorie qui est derrière. On va faire les cas simples que vous allez être capable de faire. On va se borner à des fonctions à 2 ou 3 variables. Et de telles intégrales vont permettre de calculer notamment des aires ou des volumes algébriques, c'est-à-dire qui peuvent être positifs ou négatifs. Notamment, donc si A est une partie de R2, son aire va être donnée par l'intégrale double pour tous les xy dans A de 1 dx dy. Pour un volume, pour une partie de R3, le volume va être donné par l'intégrale triple pour tous les xy dans A de 1 fois dx dy dz. Pour calculer l'intégrale multiple, on va dans la majorité des cas, du coup, calculer les intégrales simples successives en gelant les autres variables, un peu comme on fait pour les dérivées partielles, c'est-à-dire on va supposer que les autres variables vont être constantes, et je vais intégrer par rapport juste à la variable qui m'intéresse. Si les bornes dans cette intégrale ne dépendent pas des autres variables, on pourra intégrer du coup dans l'ordre souhaité, et dans le cas contraire, il faudra faire attention. Donc là, on va voir cet exemple, justement, on a les deux cas de figure. Donc cet exemple, c'est exemple 4, et je vous invite à voir la vidéo pour voir comment ça fonctionne. Il peut parfois être pratique de faire des changements de variables, parce que dans certains cas, on ne pourra pas calculer directement. Donc on va voir ici quelques notions sur cette intégrale, quelques changements de variables classiques, le coordonnées polaire, cylindrique et sphérique. Il existe d'autres changements de variables, mais ce n'est pas au programme, du coup je vous fais juste ces coordonnées, parce que ça vous permettra de les réviser, et ils vous sont utiles dans d'autres matières en plus. Donc d'abord, on se place dans R2, un point M ici, de coordonnées XY dans R2, donc un point du plan. Je vais appeler R la distance du point M à l'origine O, je vais appeler θ l'angle entre l'axe des abscisses et le vecteur OM, et je vais considérer Rθ, le couple qu'on considère alors qu'on obtient Rθ, on appelle ça les coordonnées polaires du point M. On a alors x égale R cos θ, y égale R sin θ, on pourrait le voir dans la vidéo suivante, je l'explique un peu, mais ça vient juste de la trigonométrie de base. Et on a alors, ce qui va se passer, je vous demandais de connaître ça par cœur, sans que je puisse vraiment vous l'expliquer, c'est pas du tout au programme, comment on fait pour obtenir ce genre de choses. Mais ce qui va se passer, c'est qu'en fait changement de variable, d'un point de vue intégral, le terme dx dy va falloir r dr dθ. Il y a ce facteur r ici qu'il ne va pas falloir oublier. Et il faut que je vous demande vraiment de connaître cette formule absolument par cœur. Et ce qui va se passer alors, c'est qu'en fait changement de variable, on obtient ce qui est ici. Et rien de mieux qu'un exemple pour comprendre. Moi, je vous invite à voir comment on fait. Alors là, on a pris un exemple simple pour comment on fait retrouver l'aire d'un cercle de rayon R grâce aux intégrales multiples. Et ce serait dans l'exemple 5. Autre coordonnée intéressant, les coordonnées cylindriques que vous utilisez aussi souvent. Comment ça se passe? Ce coup-ci, je suis dans l'espace, donc je vais considérer M, un point M de coordonnées x, y, z dans R3. Je vais considérer H le projeté orthogonal de M sur le plan x, o, y, c'est-à-dire sur le plan des OX et des OY. Je vais appeler ρ la distance du point H à l'origine O, et je vais appeler θ l'angle entre l'axe des abscisses et OH. Grosso modo, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le projeté orthogonal de M sur le plan X ou Y, on l'appelle H, et on va prendre les coordonnées polaires de H. Ρθ, on peut voir ça comme les coordonnées polaires de H. Ρθ et Z, qui va être la hauteur de mon point que j'avais projeté sur le sol, on peut voir ça comme ça, vont être alors les coordonnées cylindriques du point M. On a alors x égale ρ cos θ, y égale ρ sin θ, et z égale z, je ne touche pas à la dernière variable z.
Et ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce cas-là, dx, dy, dz, ça vaut ρ des ρ des θ dz. C'est un peu comme pour les coordonnées polaires, hein. On avait dx, dy égale r dr dθ, bah là c'est pareil, j'ai ρ des ρ des θ, et comme le z, je n'ai pas touché, bah le dz, il ne bouge pas. On a la formule qui est ici, et on peut, grâce à ça notamment, calculer l'air d'un cylindre, ici, pardon, pas l'air, mais le volume, on a dimension 3. Le volume d'un cylindre droit de rayon R et de hauteur H est donné par pi r carré H. Alors ça, je ne vous fais pas cet exemple parce qu'on n'a pas beaucoup de temps d'amphi au semestre 4 et que je n'ai pas le temps de vous le faire. Je vous invite à le faire en vous inspirant de l'exemple précédent et de l'exemple qui va suivre, qui est un peu plus compliqué que ça. Donc normalement, en vous inspirant de deux, vous êtes capable de faire ce qui est ici. Du coup, dernier cas, les coordonnées sphériques. Donc on considère toujours un point de l'espace, donc x, y, z dans R3. On va considérer R la distance du point M à l'origine O, donc la distance du point M, pas de son projeté ce coup-ci par rapport au cylindrique. Je vais considérer H le projeteur conal de M toujours sur le plan X ou Y, donc ça ne change pas. Et phi l'angle entre l'axe des abscisses et OH. Donc phi va appartenir à 0 de pi, ça va permettre de faire grosso modo. Les coordonnées sphériques, vous voyez ça, on peut imaginer une sphère, on peut imaginer la Terre. Du coup, phi ça va correspondre à grosso modo. Je me rends compte, je confonds souvent, j'ai utilisé latitude, mais à est-ce que vous êtes plutôt à l'ouest ou plutôt à l'est? On va parler comme ça. C'est à ça que va correspondre le phi. Θ, ça va être l'axe entre l'angle entre l'axe OZ et OM. Ça vous permet de savoir. Donc θ va être entre 0 et pi. Si θ vaut 0, c'est que vous pointez vers le pôle nord. Si θ vaut pi, c'est que vous pointez vers le pôle sud. Et entre les deux, c'est que justement, vous allez passer du pôle nord au pôle sud, grosso modo, si on représente la Terre. Rho, θ et phi sont alors appelés les coordonnées sphériques de M. Alors j'ai essayé de vous l'expliquer un peu dans l'exemple qui va suivre après, comme c'est coordonnées sphériques, donc j'en dis pas beaucoup plus maintenant. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on a x qui vaut r sin θ cos phi, y r sin θ sin phi, et z ça vaut r cos θ. On a alors le changement de variable qu'il faut encore une fois bien connaître par cœur, dx, dy, dz qui vaut r carré sin θ, dr, dθ, dφ. Donc il faut bien connaître ça par cœur. On a la formule qui est ici, mais rien de mieux qu'un exemple pour le comprendre, et du coup, je vous invite à voir, pour comprendre cet exemple, enfin comment on fait le changement de variable, un calcul simple encore une fois, volume d'une sphère de rayon R, c'est 4 tiers de pi R3. On va voir comment l'obtenir grâce aux intégrales multiples dans une vidéo qui s'appelle Exemple 6. Donc voilà qui termine ici ce chapitre.